Quand il arrive à Genève en 1754, on a un texte publié dans une gazette de Suisse, écrite par un apothicaire de Genève, qui nous dit ça. « Je me bornerai à parler d'un homme d'esprit à la vérité. Il s'agit du célèbre Jean-Jacques Rousseau, qui a attiré sur lui les yeux du public, qui l'a regardé comme un phénomène rare, qui mérite sa curiosité. Tout Genève l'a vu. Tout s'est empressé à contempler un homme qui vient de Paris où il s'est fait tant d'ennemis. Pour se dérober au regard des curieux, il se retira à la campagne. Ce ne fut pas un asile contre les importuns qui viennent le frapper à sa porte, même à la campagne. On voulait contempler cette étoile qui s'éclipsait quelquefois et se couvrait d'un nuage. C'est peut-être la première fois dans la littérature européenne qu'on voit apparaître cette comparaison d'un homme et d'une étoile, on dirait aujourd'hui d'une star. La publication de la Nouvelle Héloïse en 1760 fut un immense succès. Les condamnations de 62 contribuent à faire grandir encore la notoriété de Rousseau. Quand il est en Angleterre auprès de David Hume, la presse anglaise rend compte, et David Hume en est stupéfait, rend compte des petits incidents de la vie de Rousseau. Il perd son chien, la presse anglaise en parle. Il retrouve son chien, la presse anglaise en parle. Quand il revient à Paris en 1770, on s'empresse pour le voir. Il circule au Palais Royal, il va au Café de la Régence. Grimm commente, Grimm, grande figure du XVIIIe siècle, il s'est montré plusieurs fois au Café de la Régence. Sa présence attirait une foule prodigieuse. La populace s'est même attroupée sur la place pour le voir passer. On demandait à la moitié de cette populace ce qu'elle faisait là. Elle répondait « C'était pour voir Jean-Jacques Rousseau ». On lui demandait ce qu'était Jean-Jacques. Elle répondait qu'elle n'en savait rien, mais qu'il allait passer. Alors c'est ça la célébrité. En 77, il se fait renverser par un gros chien. La presse en parle dans toute l'Europe. Et le Courrier d'Avignon publie même à cette occasion cette information. Jean-Jacques Rousseau est mort des suites de sa chute. Il y a lieu de croire que le public ne sera pas privé de l'histoire de sa vie et qu'on trouvera jusqu'au nom du chien qui l'a tué. C'est pas très gentil comme commentaire, mais ça témoigne de cette célébrité de Rousseau. Or, Rousseau avait horreur de cette célébrité-là, parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient le voir, qui ne s'intéressaient pas beaucoup à ce qu'il écrivait, mais qui voulaient le voir parce qu'il était célèbre. On frappait à sa porte. Il voulait fermer sa porte à tous ces importuns. Une comtesse, un exemple parmi beaucoup d'autres, lui envoie une lettre avec des compliments dithyrambiques que Rousseau juge totalement inauthentiques et boursouflés pour demander à voir ce grand homme qu'elle aimait tellement. Rousseau lui dit que sa porte est fermée et qu'il ne souhaite pas recevoir des visites de cette nature. La comtesse insiste. Rousseau écrit alors, lui répond, une lettre où on trouve cette remarque sèche. « Quiconque ne veut voir que le rhinocéros doit aller à la foire et non chez moi. » Comprenons que Rousseau se sentait dépossédé de lui-même par tous ces importuns. On peut dire les choses de deux manières. On le privait de son intimité en quelque sorte parce qu'on venait le bousculer dans l'espace où il voulait vivre en harmonie avec lui-même et avec ses pensées. Et il était d'une certaine manière aussi dépossédé de son intimité parce qu'il voyait circuler dans le monde une image de lui qui commençait à l'inquiéter fortement. Il écrit en 1764 dans une ébauche pour un préambule des Confessions, « Parmi mes contemporains, il est peu d'hommes dont le nom soit plus connu dans l'Europe et dont l'individu soit plus ignoré. Chacun se figurait à sa fantaisie, à sa fantaisie, sans crainte que l'original vienne le démentir. Il y avait un Rousseau dans le grand monde et un autre dans la retraite qui ne lui ressemblait en rien. » Donc, vous sentez que quelque chose commence à inquiéter beaucoup Rousseau, c'est cette dissociation en quelque sorte d'une image qui lui vole son identité la plus précieuse, ce qu'on peut
appelé, ou en tout cas ce que j'aime appeler, son intimité. À ce fardeau de la célébrité s'ajouta une campagne d'agression, d'attaque très violente. Rousseau paya le prix de sa dissidence. Les condamnations, le mandat d'arrêt, sont des condamnations évidemment très violentes. L'Émile est brûlé à Paris. Le contrat social et l'Émile sont brûlés à Genève. Et Rousseau en vient à penser que l'hostilité est en train de se diffuser dans la société tout entière. À partir de 1769, après d'autres expériences douloureuses pour lui, il en vient à penser que tout le monde a de lui cette image, il est un monstre. Il est quelqu'un qui veut détruire les sociétés. Il est quelqu'un qui veut mettre à bas le christianisme. Il écrit dans les Confessions, ces 2 décrets, à Paris et à Genève, furent le signal du cri de malédiction qui s'éleva contre moi dans toute l'Europe avec une fureur qui n'eut jamais d'exemple. Toutes les gazettes, tous les journaux, toutes les brochures sonnèrent le plus horrible tocsin. J'étais un impie, un athée, un forcené, un enragé, une bête féroce, un loup. Il y a bien dans cette angoisse une part de déraison, mais la réalité de ces attaques, elle, ne doit pas être mise en doute. Rousseau met en accusation le désordre, l'insupportable injustice des sociétés. Il défend son christianisme à lui, un christianisme qui paraît inacceptable évidemment aux autorités de l'Église catholique et très suspect aux pasteurs protestants. Rousseau a rompu de façon brutale avec Diderot en 1758. Pour des raisons que je n'explique pas là, c'est une déchirure pour lui. Et Diderot, voilà une trahison, parce que Diderot est engagé dans une immense aventure depuis 10 ans déjà, c'est l'aventure de l'encyclopédie. Il affronte beaucoup de difficultés, et c'est à ce moment-là que Rousseau décide de rompre avec lui. Et puis, Voltaire juge que Rousseau est un trublion qui vient beaucoup compliquer la lutte qu'il mène contre ce qu'il appelle, lui, Voltaire, l'infâme, c'est-à-dire l'intolérance religieuse. Quelqu'un qui vient dire, avec cet éclat qu'il juge tout à fait indécent, qu'il est chrétien, dans un temps où Voltaire s'emploie plutôt à desserrer l'emprise du christianisme dogmatique et du christianisme en général sur la société française, c'est quelque chose qui paraît à Voltaire absolument insupportable. Et Voltaire a pris une place majeure dans cette attaque qui va s'abattre sur Rousseau. D'autres voix, d'ailleurs, tous ceux avec lesquels Rousseau a rompu, s'inquiètent quand elles apprennent, ces personnes, que Rousseau est en train d'écrire ses confessions. Et tous ces gens-là que Rousseau a côtoyés se disent « mais que va-t-il dire de nous ?» Et il faut donc le déprécier dans l'opinion publique, dire que c'est un fou, un malade, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, qui a toujours été insupportable, qui a toujours trahi ses amis, etc. En 1764, arrivent à Genève les lettres écrites de la montagne. Voltaire, vous le savez sans doute, est installé aux portes de Genève, parce que Voltaire veut se protéger des autorités françaises. Il vit aussi dans la marge, Voltaire. C'est un combat qui a toute sa noblesse aussi, le combat de Voltaire. Mais il s'est installé aux portes de Genève. Et il regarde avec intérêt ce qui se passe à Genève. Et il voit Rousseau qui intervient à Genève et qui flanque un peu le bazar à Genève. Parce que Rousseau voudrait que les citoyens genevois protestent contre les interdictions qui ont été prononcées contre l'Émile et le contrat social dans sa cité natale. Vous suivez? Donc, en décembre 64, Rousseau voit arriver un pamphlet. Rousseau n'imaginera jamais que c'est Voltaire qui a écrit ce pamphlet. Il pense que c'est un pasteur genevois. Mais on lit ceci. « On a pitié d'un fou, mais quand la démence devient fureur, on le lit, on l'attache. La tolérance, qui est une vertu, serait alors un vice. Aujourd'hui, la patience n'est-elle pas lassée? Quand il outrage avec fureur la religion chrétienne,
tous les ministres du Saint-Évangile, tous les corps de l'État, la démence ne peut plus servir d'excuse quand elle fait commettre des crimes. Écoutez la suite. Nous avons avec douleur et en rougissant que c'est un homme qui porte encore les marques funestes de ses débauches et qui, déguisé en saltimbanque, traîne avec lui de village en village et de montagne en montagne la malheureuse dont il fit mourir la mère et dont il a exposé les enfants à la porte d'un hôpital en rejetant les soins qu'une personne charitable voulait avoir d'eux et en abjurant tous les sentiments de la nature comme il dépouille ceux de l'honneur et de la religion. Petite explication de texte. Vous entendez ici que Voltaire met sur la place publique le fait que Rousseau a abandonné ses enfants pour les confier à l'hospice des enfants trouvés. Rousseau en avait parlé à des amis, il avait écrit une petite note dans l'Émile qui le laissait supposer, mais c'est la première fois que ça éclate sur la place publique. Et ça éclate sur la place publique, accompagné de ces deux affirmations totalement diffamatoires. Rousseau s'en défendra en étant suffoqué par la violence des attaques. Ces marques funestes de la débauche, ce seraient des marques de maladie vénérienne. Et Rousseau dit « Non, je n'ai pas de maladie vénérienne ». Il dit « Non, je n'ai pas fait mourir de tristesse la femme qui est la mère de mes enfants ». Il dit « Non, il n'y a pas une personne charitable qui avait proposé de prendre en charge les enfants que j'allais abandonner ». Tout ça, ce sont des inventions de Voltaire. Alors, résumons, Rousseau s'est trouvé confronté à une campagne d'attaque et de diffamation qui sont sans précédent au XVIIIe siècle. Aucun écrivain du XVIIIe n'a supporté des attaques de cette nature. Cette réalité déjà noire plongea Rousseau dans une sorte de cauchemar effrayant. Dès 1760, Rousseau pensait c'était une demande qu'on lui faisait. Son imprimeur hollandais, Rell, lui demandait d'écrire ses mémoires. Il se disait que viendrait peut-être le temps où il faudrait qu'il écrive les mémoires de sa vie. Mais quand il vit le regard des autres se faire à ce point déformant ou accusateur, quand il se sentit à la fois dépossédé de son intimité et, permettez-moi l'expression, comme violé dans son intimité par ses propos mensongers, qui le visaient dans ce qui était pour une part son secret, pour une part son remords. Il voulut montrer qui il était pour essayer de rétablir un contact, un échange, un dialogue avec les autres. Il écrivit les Confessions entre 1764 et 1770. Il écrivit ensuite les dialogues Rousseau, juge de Jean-Jacques, 1772-1776, et dans les 2 dernières années de sa vie, il écrit les rêveries du promeneur solitaire. 3 tentatives pour parler de lui, dire qui il était, rétablir une image juste de ce qu'il était ou de ce qu'il voulait être pour ces autres qui étaient autour de lui comme chargés de tous ces regards d'hostilité. Alors, c'est de cette entreprise autobiographique que je vais vous parler rapidement dans la dernière étape de ce petit parcours. Les Confessions d'abord. Rousseau veut raconter l'histoire de sa vie, nous dit-il, pour rendre transparente son âme au lecteur. Il va montrer ce qu'a été sa vie depuis sa naissance jusqu'au temps présent de l'écriture. Il veut, dit-il, montrer les éléments contradictoires de sa personnalité, telles qu'elles se sont mises en place depuis son enfance, pour que le lecteur comprenne et voyant l'enchaînement des conduites, se fasse son idée. La première partie des Confessions est écrite de 64 à 67. Rousseau raconte l'histoire de sa vie, de sa naissance à Genève jusqu'au moment passé au Charmettes. Tout dire pour Rousseau, c'est dire ses moments de bonheur, ses moments de courage, ses audaces, ses conduites parfois déraisonnables, ses faiblesses, ses fautes, ses mensonges,
ses remords. Tout dire, c'est évoquer aussi son éveil à la sexualité. Dire ses relations avec les femmes. C'est conjuguer dans ces pages un regard souvent attendri, avec des accents parfois nostalgiques, avec des commentaires critiques amusés ou sévères. Une lecture, oui, il faut quand même que je vous lise une page des Confessions, ou 20 lignes des Confessions, pour faire entendre ce ton. En 37 à 25 ans, Rousseau part pour Montpellier pour consulter un médecin. Il a des problèmes de santé. Dans ce voyage, il rencontre une femme séduisante, Madame de Larnage, qui engage avec lui des discussions bienveillantes. Voilà Madame de Larnage qui m'entreprend. Et adieu le pauvre Jean-Jacques. Ou plutôt adieu la fièvre, les vapeurs, le polype, tout part auprès d'elle. Or, certaines palpitations qui me restèrent, dont elle ne voulait pas me guérir. Je ne sais par quelle bizarrerie je m'avisais de passer pour anglais, et on me prit pour tel. Je m'appelais Dunding, et on m'appela Monsieur Dunding. Petit coup de folie, là, chez ce jeune homme de 27 ans. Madame de Larnage se fait plus tendre, audacieuse. Rousseau reste comme paralysé. Elle interrompit brusquement ce silence en passant un bras autour de mon cou, et dans l'instant sa bouche parla trop clairement sur la mienne, pour me laisser mon erreur. Je devins aimable. Il en était temps. Elle m'avait donné cette confiance qui m'avait toujours empêché d'être moi. Je le fus alors. Jamais mes yeux, mes sens, mon cœur et ma bouche n'ont si bien parlé. Jamais je n'ai plus pleinement réparé mes torts. Et si cette petite conquête avait coûté des soins à Madame de Larnage, j'eus lieu de croire qu'elle n'avait pas de regrets. Continuant son voyage, Rousseau se sépare de Madame de Larnage, qui va dans une autre destination. Ils conviennent de se rencontrer prochainement. Rousseau arrive alors devant le pont du Gard. Encore 5 lignes, 10 lignes. Pour le coup, l'objet passa mon attente. Il se dit, je savais que ça allait être beau, mais l'objet passa mon attente. Il n'appartenait qu'aux Romains de produire cet effet. L'aspect de ce simple et noble ouvrage me frappa d'autant plus qu'il est au milieu d'un désert. On se demande quelle force a transporté ces pierres énormes. Je parcourus les 3 étages de ce superbe édifice que le respect m'empêchait presque d'oser fouler sous mes pieds. Je sentais tout en me faisant petit, je ne sais quoi qui élève l'âme, et je me disais en soupirant, que ne suis-je né romain? Je m'en revins, distrait et rêveur, et cette rêverie ne fut pas favorable à Madame de Larnage. Elle avait bien songé à me prémunir des filles de Montpellier. Elle lui avait dit, vous allez à Montpellier, attention, il y a des filles de mauvaise vie. Elle avait bien songé à me prévenir des filles de Montpellier, mais non pas contre le pont du Gard. On ne s'avise jamais de tout. Rousseau est capable de cet humour et il se montre sous nos yeux un peu fantasque, à la fois romanesque, amoureux et romain. Et à nous de juger de ce heurt de référence qu'il nous laisse méditer. La deuxième partie des Confessions, les livres 7 à 12, est écrite entre 1769 et 70, dans des moments où l'angoisse a beaucoup grandi, mais cette deuxième partie a le très grand avantage de nous montrer Rousseau parler de ce qu'a été sa vie dans les moments où il devient célèbre, dans les moments où il rencontre Diderot, où il écrit ses grandes œuvres dont j'ai fait une rapide liste tout à l'heure. Rentrant à Paris, il sait en 70 qu'il ne peut pas publier ses confessions. Il est toléré à Paris, à condition qu'on ne le voit pas. Il va donner lecture des confessions dans 4 salons privés de la haute société. Il espérait obtenir ici approbation compréhensible. Il recueille surtout des silences embarrassés. Et bien vite, le lieutenant de police vient lui dire « Arrêtez vos lectures publiques, ça indispose certaines personnes ». Ses anciens amis de Rousseau, très inquiets de savoir ce qu'il y a dans ses confessions, disent « Il ne faut pas qu'il livre des confidences qui nous feraient mal ». Le climat pour Rousseau s'alourdit encore. Les dialogues. Rousseau, juge de Jean-Jacques, 72-76.
Il faut vous dire que Rousseau va très mal. Et il invente ce dispositif tout de même stupéfiant, qui est celui de ce dialogue qui met en jeu, en fait, trois personnages. Un Français, Rousseau et Jean-Jacques. Le Français et Rousseau se rencontrent. Le Français dit, oui, on parle beaucoup de Jean-Jacques, c'est un monstre, c'est un monstre. Et Rousseau dit, moi j'ai lu les livres de Jean-Jacques et je trouve que les livres, c'est très très bien. Mais Jean-Jacques, je veux bien le croire, c'est un monstre. Alors, ça ne doit pas être le même personnage, Jean-Jacques et Rousseau. Et Rousseau et le Français se donnent alors cette consigne. Rousseau dit je vais aller voir Jean-Jacques et je vous raconterai ce que j'ai vu en allant voir Jean-Jacques. Le deuxième dialogue raconte la rencontre de Rousseau et de Jean-Jacques. Et le Français dit eh bien moi je vais lire ses livres et je vous raconterai ce que j'ai trouvé dans ces livres. Le deuxième dialogue nourri d'images terribles, obsessionnelles, où Rousseau dit on m'enferme, on veut m'enfermer dans un cercueil vivant, on veut me noyer, on multiplie les murs autour de moi. Et il essaie de résister à cette folie en mettant en place ce dispositif. Donc évidemment, quand Rousseau revient, deuxième dialogue, il a rencontré Jean-Jacques et il dit mais c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. C'est pas du tout celui qu'on pense. Il est très bien. Et puis, quand le Français dit ça y est, j'ai lu ses livres, le Français dit mais ils sont très bien ces livres. Je vois pas pourquoi on dit que c'est un monstre. Alors, le dispositif fait un peu sourire, mais en même temps, il témoigne d'un effort qu'on pourrait dire pathétique de sauver l'identité profonde qui parle dans les écrits et qui porte ici cette signature intime et personnelle. Jean-Jacques, vous noterez que c'est Jean-Jacques qui est celui qu'il faut aller voir et il faut lire les livres de Jean-Jacques. À la fin de ces dialogues, on voit ces lignes. C'est Rousseau qui parle de Jean-Jacques. L'espoir que sa mémoire soit rétablie un jour dans l'honneur qu'elle mérite est désormais le seul qui peut le flatter en ce monde. Un jour, peut-être, on reconnaîtra que je n'étais pas un monstre. Ajoutons de plus la douceur qu'il voit encore deux cœurs honnêtes et vrais s'ouvrir à lui. Les deux cœurs de Rousseau et du Français, vous suivez. On sera tous les deux à entourer Jean-Jacques. Tempérons l'horreur de cette solitude où on le force de vivre au milieu du genre humain et sans faire en sa faveur d'efforts inutiles qui pourraient causer de grands désordres. Ménageons-lui cette consolation pour sa dernière heure que des mains amies lui ferment les yeux. Que faire de ces dialogues ? Rousseau va les déposer ou veut aller les déposer sur le grand autel de Notre-Dame pour qu'ils soient confiés à Dieu et par la grâce de Dieu à la postérité. Rousseau entre dans Notre-Dame, que découvre-t-il ? Le grand autel est protégé par une grille fermée. Il n'a pas accès au grand autel. Vous comprenez que c'est un signe très funeste pour lui. Rousseau en vient alors à se dire, et c'est un grand effort qu'il fait sur lui-même, je vis dans une sorte d'horreur, je me résigne à cette horreur, je fais comme si elle ne comptait pas, je vais essayer de retrouver une part de sérénité, et il écrit les rêveries du promeneur solitaire. Il écrit les rêveries du promeneur solitaire qui s'ouvrent sur ces lignes. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des humains, en a été proscrit par un accord unanime. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu, mais moi, détaché d'eux, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher.
Et je voudrais vous dire, pour que vous compreniez bien qui est Rousseau en quelque sorte, que Rousseau a toujours été habité par la volonté de nouer une relation avec les autres. Et il écrit dans une page des dialogues, notre plus douce existence est relative et collective et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Mais quand il a l'impression que ce dialogue avec les autres est totalement bloqué, il lui reste ce bonheur de vivre au jour le jour et d'essayer de se dire il y a des moments où la vie reste belle, même lorsqu'on est environné par l'horreur dans laquelle j'ai été plongé. Et je vais terminer, pour terminer de façon heureuse, par quelques lignes de cette 5e promenade qui évoque ces moments que Rousseau a passés dans cette île, l'île de Bienne. Rousseau veut oublier en écrivant Les Rêveries qu'il est venu là parce qu'il a été chassé de la maison qu'il occupait à Motier, un peu plus loin, parce que des habitants du village avaient jeté des pierres contre ses fenêtres. Rousseau veut oublier qu'il ne passera pas beaucoup de temps dans l'île de Bienne parce que le gouverneur de Berne va bientôt prononcer contre lui un avis d'expulsion. Il veut simplement se rappeler le souvenir heureux des jours qu'il a passés. Et on a une petite musique pour verser cette évocation heureuse. Merci. Il veut se rappeler ces moments heureux. Et Rousseau se dit, je fais revivre dans l'écriture ces moments heureux. Je suis heureux, personne ne m'arrachera ce bonheur. Et il nous évoque le bonheur qu'il avait dans cette île. Je lis ces lignes et je vais presque arrêter avec elles. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation. La plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprend souvent, sans que je m'en sois aperçu. Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu, mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions encore tous ensemble faire quelques tours de promenade sur la terrasse. Pour respirer l'air du lac et la fraîcheur, on se reposait dans le pavillon, on riait, on causait, on chantait quelques vieilles chansons. Enfin, on s'allait coucher, content de sa journée et n'en désirant qu'une semblable pour le lendemain. L'évocation de ces moments vécus dans l'île de Bienne garde peut-être, vous en jugerez, le pouvoir de nous toucher dans notre intimité. Au terme de ce petit parcours, vous comprendrez mieux, j'espère, ce que fut pour Rousseau cette écriture de l'intime. À un premier niveau, nous avons vu que Rousseau s'engageait dans tout son être, dans ce qu'il était au fond de ses convictions, dans ce que j'aime appeler son intimité, qu'il s'engageait dans tout ce qu'il écrivait, et il a noué avec ses lecteurs une relation de proximité. Il était devenu pour eux Jean-Jacques. Mais Rousseau fut victime doublement d'une célébrité qu'il avait pourtant recherchée, mais qui est devenue agressive et insupportable à ses yeux. Il a été victime d'une campagne très violente qui venait le bousculer dans ce qu'on peut appeler son intimité, l'arracher à lui-même, lancer dans le public une image qui était la négation de ce qu'il croyait être lui-même, et ce fut pour reconquérir cette intimité et renouer en même temps cette relation avec autrui qu'il s'engagea dans l'écriture autobiographique. Ce fut comme une nouvelle avancée, douloureuse et tout de même salvatrice, qui s'est exprimée dans ce qu'on peut appeler ici, en soulignant alors l'intensité que prend la formule pour Rousseau, cette écriture de l'intime. Je vous remercie de votre attention.